Liana. Cette émission sera en grande partie consacrée au drame national que nous vivons depuis plus d'une semaine et la mort de la petite Liana, une enfant dont les obsèques se tiendront cet après-midi dans la plus stricte intimité. Je veux vraiment dédier cette émission à la famille, aux proches de Liana, aux habitants du Gers présents à la Marche Blanche. Et je sais qu'il y a déjà des mobilisations, notamment des motards qui sont présents aujourd'hui. Je veux leur faire la promesse également que toujours nous leur donnerons la parole s'ils le souhaitent, qu'on ne passera pas d'un drame à l'autre et que les studios d'Europe 1 seront toujours ouverts aux proches et à la famille de la petite Liana. Pourquoi cette disparition a tant ému la France et plongé le pays dans une crise historique? Justice, politique, société, à qui la faute? C'est la question qu'on vous pose au 01 80 20 39 21. Je me tourne vers vous, Charles, parce que on était en direct avec vous ce week-end. Je voulais vous remercier parce que, par votre précision, le fait que vous soyez tout au long de la semaine au plus proche au plus près des habitants, on avait aussi cette sensation de vivre ce drame avec vous. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on en échange de manière visuelle. Et je me disais, lorsque je vous ai revu cet après-midi dans les couloirs d'Europe 1, j'imaginais, c'est fou la différence entre la voix et le physique. C'est-à-dire que vous êtes très jeune, vous avez 23 ans. Et j'imaginais quand j'entendais le décryptage de Charles le week-end dernier, un envoyé spécial d'une cinquantaine d'années qui connaît parfaitement la région et qui était basé là-bas. Donc c'est ça aussi la magie de la radio. Donc je suis ravi vraiment de vous avoir, cher Charles. Je suis ravi d'être là. J'ai vraiment cette question qui est la plus simple du monde, mais comment vous avez vécu cette semaine en tant que reporter sur le terrain? On se met à une espèce de carapace, en fait, je pense. Moi, je suis parti le mardi, donc pour aller à Fleurance. Je suis arrivé le mardi soir dans une commune déjà qui avait été une grande tristesse, mais il y avait cet espoir, en fait, le mardi soir. Pas le mardi de cette semaine, mais de la semaine précédente. De la semaine précédente, on ne l'avait pas encore retrouvé. Il y avait encore des recherches actives. Il y avait tous ces gendarmes mobilisés sur le terrain. Moi, j'ai cette première image quand j'arrive, je prends ma voiture à Toulouse, j'arrive à Fleurance. La première chose que je fais, c'est d'aller à la piscine de Fleurance, là où elle aurait été déposée par Jérôme Barella, le principal suspect. Et il y a en fait un petit groupe, et je ne savais pas, c'était sa famille qui venait chercher Liana chaque soir, qui se réunissait, qui parlait également entre eux pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Et donc en fait, on est passé par toutes les émotions. Et moi, finalement, cette commune qui a 6000 habitants, j'ai fini par tous les connaître, tous les habitués du Café du Centre. Je pense à des gens comme Jean-Marie, Delphine, j'ai des noms qui me reviennent parce que je les voyais tous les jours. Et en fait, on a vécu le drame ensemble au fur et à mesure. Et malheureusement, cet enchaînement en cascade, les dysfonctionnements judiciaires, tout ce qui est venu après. Et on est passé par toutes les émotions jusqu'à la plus grande tristesse de la Marche Blanche. La tristesse, la dignité dans cette Marche Blanche d'une population qui se réunit autour de la famille. Et il y a aussi un sentiment qui vient très rapidement, c'est la colère. Et ça, comment vous arrivez à décrypter cette colère, décoder la colère de la population? Cette colère, elle vient au fur et à mesure des informations qu'on donne à la population. Si vous voulez, en fait, sur cette place, il y a une télévision, il y a le Café du Centre qui diffuse en fait en continu les informations sur des chaînes différentes. Et en fait, au fur et à mesure qu'on apprend ces faits de Jérôme Barella, les gens commencent à devenir en colère. C'est-à-dire que moi, le mardi soir, il n'y avait pas encore cette colère, il y a cette tristesse, il y a cet espoir. Et cette colère, elle ne fait que monter le jeudi jusqu'au moment où on la retrouve finalement à Puy-Casquier, une petite commune à 15 km de Fleurance. Et là, très vite, la colère prend le pas. Et le soir même, je me souviens arriver à Fleurance vers 19h15. Et la commune vient d'apprendre la découverte de Liana. Et là, c'est plus du tout la tristesse. J'ai pas de larmes. Il n'y a pas de larmes qui viennent des habitants. C'est uniquement des regards froids, des regards noirs, et de la colère contre ces dysfonctionnements judiciaires. Charles Bouchin est avec nous, reporter envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gers, donc le mardi, non pas de cette semaine, mais de la semaine précédente, présent au moment des recherches, jusqu'à évidemment l'annonce dramatique, c'était la confirmation. Jeudi soir, on retrouve le corps, mais et le vendredi, c'est la confirmé. confirmation. Et ensuite, dimanche, il y a la Marche Blanche. Est-ce que dans cette ville de 6000 habitants, les habitants prennent conscience d'un drame qui est un drame national? Est-ce qu'ils se rendent compte que ça va au-delà
de la commune de Ils s'en Florence. rendent compte, il se passe jamais rien. C'est une commune étant réputée comme étant très calme. Euh, et c'est vrai que quand j'arrive, il y a une différence qui se fait. Le mardi soir, en fait, si vous voulez, j'arrive. Il n'y a pas encore beaucoup de journalistes, mais les journalistes arrivent tous en masse le jeudi, si vous voulez. Et le jeudi, quand elle est découverte, tous les journalistes arrivent de Paris, beaucoup, alors qu'il y avait beaucoup de correspondants de Toulouse, des environs qui venaient. Mais là, c'est vraiment des hordes de journalistes. Et moi, j'avais l'habitude de dire à mes chefs, mais en ce moment même, sur la place de Florence, il y a plus de journalistes que d'habitants. Mmh. Et en fait, ils se sont rendus compte de l'ampleur que ça a pris au niveau national avec tous ces journalistes qui arrivent par centaines dans Florence, quoi. J'ai trouvé aussi le discours du maire de Florence d'une immense dignité, d'un grand courage. Il est allé au-delà du caractère bouleversant et sidérant de ce drame. Il a été au plus près de la famille, il les a accompagnés, il continue de les accompagner, mais il a eu un discours qui avait une portée là aussi nationale, de dire ça n'est pas qu'un symbole, c'est une enfant qui a disparu dans des conditions atroces, et puis c'est aussi c'est un drame qui aurait dû être évité, c'est un drame que la société n'a pas réussi à appréhender. Oui, il a parlé notamment de l'écoute, qu'on ne faisait pas assez attention à ce que nous disaient les enfants, qu'on ne prenait pas assez en considération ce que nous disaient ces jeunes enfants. Il est revenu sur Maëlys, sur Philippine, voilà, des jeunes qui, comme Liana, ont subi des violences jusqu'à même mourir. Et c'est vrai qu'il a insisté là-dessus, sur le fait que c'était pas des adultes, sur le fait qu'il fallait les écouter avec leurs mots et avoir cette compréhension de ce qu'on pouvait nous dire, et que c'était très important de le faire. Écoutez, merci d'être venu nous voir, Charles Bouchin, reporter envoyé spécial d'Europe 1 dans le Gers, parce que c'est essentiel de prendre le pouls aussi des auditeurs d'Europe 1, et vous avez été extrêmement nombreux le week-end dernier à prendre votre téléphone et à réagir en direct. Une semaine plus tard, quel sentiment prédomine chez vous? C'est la question que j'ai envie de poser à Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Elliot. Merci de prendre votre téléphone, d'appeler au 01 80 20 39 21. C'est vrai qu'une semaine après la découverte du corps de la petite Liana, et cet après-midi se tiendront ses obsèques, il y a ce drame national, ce fiasco général, et je le disais, ça a plongé le pays dans une crise historique entre le ministre de la Justice et ses administrés, mais encore plus profondément entre comment donner et écouter la parole d'un enfant, que doit faire la justice dans ces cas-là, et c'est important de savoir quel sentiment prédomine chez vous aujourd'hui. Je crois que tout ça ramène chacun à ses propres responsabilités. Avant tout, moi je voudrais dire déjà, comme tous les Français, je pense toute ma compassion à la famille de Liana. Bien sûr, peut sembler une formule de circonstances, pardon. Mais je pense intimement, pour avoir moi-même 2 enfants, une fille de 14 ans, un garçon de 17 ans, qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de perdre un enfant. Et moi-même, je ne sais pas comment je pourrais, au conditionnel, survivre à une telle chose. Donc vraiment toute ma compassion à la famille de cette petite fille si souriante. Je pense que, comme je l'ai dit, ce qui s'est produit renvoie chacun tous les niveaux à ses propres responsabilités. Ce qui me soucie en ce moment, quand je me projette un petit peu plus loin, c'est la chasse aux responsables. C'est-à-dire que chacun doit faire son introspection, et voilà, je suggère que chacun le fasse plutôt que de chercher des responsabilités chez les autres. Des responsabilités individuelles. Ce qui vous marque, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de savoir qui a failli dans ce dossier, alors que pour vous, c'est une faillite générale et structurelle. C'est ça que vous voulez dire? C'est une faillite générale et structurelle, et qui nécessite une analyse et qui nécessite également des décisions collectives, mais pas sous le coup de l'émotion. On est obligé de dire pas sous le coup de l'émotion. Moi, ce qui me choque actuellement, bien sûr pas au même niveau que ce qui est arrivé à Liana, mais ce qui m'inquiète, je dirais, c'est de voir la récuperation qui est faite. Mais de qui la récupération, cher Arnaud? Alors Soyez justement, précis. d'un petit peu partout. Et en l'occurrence, je vois poindre une chose qui est la récupération en ce moment par des associations féministes.
Voyez. Et ça, je trouve que c'est une confusion des genres de laquelle il faut se méfier. Parce que, pour plusieurs raisons, à mon sens, et mon analyse est celle-ci, de voir des associations féministes récupérer en ce moment cette affaire, pour moi, c'est malsain. Parce que, justement, et avant que l'affaire Liana n'advienne, j'ai eu une petite prise de bec avec une amie qui voudrait que Patrick Bruel soit condamné sans procès, vous voyez. Et je me suis un petit peu emporté en lui disant que le déni de justice, le discours féministe du moment, en fait, depuis des années, il oublie les vraies victimes et les vraies personnes fragiles de notre société, qui sont les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants. Alors Arnaud, il est toujours difficile de faire le parallèle entre des affaires totalement différentes. On peut s'émouvoir et appeler à une justice extrêmement rapide et ferme concernant l'affaire, ou du moins que toute la lumière soit faite dans l'affaire qui touche aujourd'hui Patrick Bruel, et voir des associations se mobiliser. Ce que je comprends en substance, ce que vous dites, c'est que chez certaines associations qui ont sauté sur l'occasion pour hurler leur colère, il y a parfois dans ces associations des condamnations à géométrie variable. C'est-à-dire que ces mêmes associations, on ne les a pas vues au plus près de la famille de Philippine, au plus près de la famille de Lola. Au plus près du petit garçon qu'on a retrouvé nu, dénutri dans une camionnette parce que sa belle-mère ne voulait plus le voir. Mais moi, le terme de récupération, je m'inscris en faux. Pourquoi je vous dis ça, Arnaud ? Je pense que le devoir de l'homme politique est de récupérer un drame. Il n'est pas de l'instrumentaliser, bien sûr, parce que ça, c'est tordre la réalité et tordre le réel à des fins politiques. En revanche, le propre et le devoir du politique, c'est bien évidemment de le récupérer, de le prendre en main, de se dire ce drame ne doit plus arriver, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il n'arrive plus ? Et ça, ces dernières années, les politiques ont refusé de le faire. Par manque de courage, par dogmatisme parfois, parce qu'ils imaginaient qu'ils allaient en quelque sorte, en récupérant ce drame, faire le jeu de tel ou tel parti, sans comprendre que la priorité des Français, et le propre d'un État, c'était de protéger ses citoyens. Arnaud, on est très nombreux au standard à vouloir réagir, donc je vais vous remercier, cher Arnaud, et je vais donner la parole dans un instant à Marie, mais je voudrais quand même avoir votre regard, maître Jean-Christophe Boyer. Vous êtes avocat de l'association L'Enfant Bleu. En 10 secondes, rappelez ce qu'est l'association Enfant Bleu. L'association Enfant Bleu, c'est une association qui a été créée en 1989, qui a deux fonctions. La première, c'est d'accompagner les victimes et dans leur prise en charge. Et la deuxième mission que l'Enfant Bleu s'est donnée, c'est de prendre des sujets judiciaire, d'aller dans les enquêtes, de se constituer partie civile pour justement faire l'analyse des dysfonctionnements à chaque fois qu'il y en a, et pour pouvoir faire des propositions que justement on présente aux politiques pour leur demander de se saisir de ces sujets-là. On écoutait Arnaud il y a quelques instants dire il va falloir qu'on fasse tous notre examen de conscience. Signe que c'est un problème qui est structurel, systémique. Est-ce que vous partagez ce constat, maître ? Oui, d'ailleurs vous avez parlé du maire de Fleurance tout à l'heure, dans son discours il avait parlé de naufrage sociétal. Oui. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable en termes de collectif. Évidemment, c'est pas de chercher des responsabilités individuelles qui permettra d'apporter une réponse, même s'il y en a. Mais on est tous responsables et il va falloir se poser les bonnes questions. Par exemple, nous, on a été très contents que M. Lecornu reprenne enfin plusieurs propositions que l'Enfant Bleu avait formulées dès 2023. Parmi lesquelles ? Alors, le fait que les enquêtes doivent être conduites pour les mineurs dans un délai de 3 mois sur les actes principaux. Mais je vais prendre que celle-là. Pourquoi on nous l'avait refusé depuis des années ? Parce que le politique, tant qu'il n'y a pas d'affaire, il nous répond quoi ? On n'a pas les moyens. Et tout d'un coup, parce qu'une affaire sort, on nous dit on va le faire. Mais d'accord, mais où sont les moyens ? C'est ça la question. C'est du régalien tout ça. C'est pour ça que quand on parle de responsabilité collective, permettez-moi quand même de dire que si on est tous responsables, il n'y a pas de responsable. Il y a une échelle de responsabilité. Bien sûr. Faut pas l'oublier. Et quand on parle de responsabilité, ce qui frappe aujourd'hui les Français, c'est l'irresponsabilité de la justice
ou des magistrats lorsqu'on parle de fautes au sein du système judiciaire. Et d'ailleurs, ça va être une grande question de la campagne présidentielle, c'est est-ce qu'on sort de ce cadre exceptionnel qu'il y ait une justice indépendante, tant mieux, bien évidemment. Qu'il y ait une justice irresponsable, ça peut poser problème. Cher Sébastien Ligné, chef du service de valeurs actuelles politiques, hein, bien sûr. C'est une crise aussi politique qu'on voit aujourd'hui, quasiment historique. Sans précédent, parce qu'en réalité, on voit bien que le système judiciaire a failli, mais que la responsabilité première, selon moi, elle est quand même politique. Parce que c'est le politique qui, depuis des décennies, a abandonné la justice. C'est le politique qui a décidé que sur 1 000 € d'impôts, vous en avez 5 qui vont à la justice, alors que vous avez 90 qui vont à l'éducation ou plus de 500 qui vont en prestations sociales. C'est le politique qui a laissé l'idéologie rentrer, pénétrer dans la magistrature, notamment avec l'École nationale. C'est le politique qui, par ses lois, a fait que la récidive est presque encouragée. C'est le politique qui n'a jamais rien fait pour les places de prison, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des magistrats qui vous disent mais j'ai pas le choix parce qu'on n'a plus de place, donc je suis obligé de relâcher des gens qui sont potentiellement violents et dangereux. Donc bien sûr c'est quand même le politique, in fine. On peut jeter le discrédit sur toute la justice, et la justice a une responsabilité, mais in fine elle ne fait que répondre aux directions du politique. Alors ça c'est aussi une question à laquelle on va se poser, c'est que vous avez aujourd'hui un système judiciaire qui parfois n'entend pas, n'écoute pas les recommandations de la politique pénale qui veut être mise en œuvre par exemple, le garde des Sceaux, et les Français ne sont pas dupes. Et parce que le garde des Sceaux n'a pas les moyens. Dans les colonnes du Figaro, texte, ça serait terminé. Non, mais certains ont appelé à la démission de Gérald Darmanin. Majoritairement, et c'est massif, les Français ne veulent pas la démission de Gérald Darmanin. En revanche, ils veulent une révolution pénale.